Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer le cycle des exposés concernant les notions de langue et de culture vietnamienne destinées aux pratiquants d'arts martiaux en général et plus particulièrement aux pratiquants d'arts martiaux vietnamiens ou encore le Vo Co Truyen. Alors, le programme d'aujourd'hui va nous amener à faire un petit tour du côté des 5 éléments ou encore Ngũ Hành et de la fameuse notion du yin et du yang ou encore appelé le Amzung. Et en fait, le Amzung et le Ngũ Hành sont deux notions qui sont liées de façon intime, comme nous allons pouvoir le voir un petit peu plus tard. Mais sans plus tarder, voilà le plan du cours d'aujourd'hui. Nous allons d'abord euh, aborder la notion des 4 directions avec leurs appellations en vietnamien. Ensuite, nous allons aborder ce qui constitue le plat de résistance du cours d'aujourd'hui, à savoir les 5 éléments ou encore le Ngũ Hành. Et enfin, nous terminerons, j'espère en apothéose, mais sinon en sagesse et en sérénité, en parlant du yin et du yang, ou encore appelé le Am Yung en vietnamien. Alors commençons par les 4 directions et commençons par le nord, histoire de ne pas le perdre. Eh bien, le nord vietnamien est appelé Bac, qui s'écrit comme un bac en français avec des accents, mais qui se prononce exactement comme le ferait le français. Et à chaque fois que je le peux, je vais ajouter à la fois l'idéogramme chinois correspondant à l'appellation vietnamienne et puis surtout l'appellation phonétique en chinois. Donc, l'exemple concernant la direction du nord que j'ai pris ici, ce n'est rien d'autre que la ville de Pékin ou encore Beijing, et qu'en vietnamien on appelle Bac Kinh. Bac voulant dire le nord et King voulant dire la capitale. Et en fait, vous l'avez compris, Bac King ou encore Pékin n'est rien d'autre que la capitale du nord, donc la capitale qui se trouve au nord de la Chine. Un deuxième exemple concernant le mot bac est le mot bac. Et en fait, ici, on retrouve la notion du Nord, mais le mot kek ici, et qui en fait, normalement, devrait traduire le pôle, littéralement, en vietnamien, cela voudrait dire les extrémités, ou bien, voilà, les extrémités. Donc, le Bac Kek, c'est le pôle Nord, c'est-à-dire l'endroit qui se trouve à l'extrême nord de la planète. Après le nord, eh bien, nous allons nous diriger vers l'est, qui est une direction importante en Orient, comme on le verra un petit peu plus tard. Et donc l'est, en vietnamien, se prononce Dong, en faisant bien entendre le G à la fin, Dong, et cela s'écrit en caractère chinois comme ceci, mais surtout la prononciation chinoise est très proche de la prononciation vietnamienne, puisqu'en chinois ils appellent cela également Dong. Donc on peut supposer que le Dong du vietnamien classique dérive directement du chinois. Et l'exemple pris ici, c'est l'appellation en vietnamien de la ville de Tokyo, où ont lieu les Jeux olympiques d'été de 2020, mais qui se passent en juillet et août 2021. Donc Dongqing, voulant dire, étant l'appellation vietnamienne de Tokyo, et là encore on l'a compris, en fait Tokyo n'est rien d'autre que la capitale, puisque King est le mot vietnamien pour désigner capitale, de l'Est, puisque l'Est en vietnamien se dit Dong. Donc Dongqing est la capitale de l'Est, et Tokyo c'est effectivement la capitale de l'Est, de l'Asie en tout cas, qui se trouve à l'Est de la Chine. Allons vers le sud maintenant avec le mot Nam, qui est en fait un mot très probablement l'un des 2 mots les plus connus concernant le Vietnam, puisqu'il fait partie intrinsèque du mot Vietnam, qui littéralement veut dire le pays qui se trouve au sud et où l'on peut trouver le peuple viet. Donc Vietnam, c'est le pays qui se trouve au sud, Nam, où l'on peut trouver le peuple viet,
Vietnam. Donc en chinois, le mot Nam se dit Nan, donc là encore une proximité phonétique qui laisse supposer la proximité sémantique hein, entre les termes vietnamiens et chinois. Et l'exemple pris ici, je vous l'avais déjà donné, Vietnam qui veut dire, voilà, donc le pays qui se trouve au sud, où l'on peut trouver le peuple viet. Et un autre mot qui est également très connu en vietnamien, qui est le mot Dong Nam A. Et donc parmi ces trois termes, deux sont déjà connus, Dong voulant dire l'Est, Nam voulant dire le Sud, et en fait le troisième terme, qui est le mot A, n'est rien d'autre que l'Asie. Donc l'Asie en vietnamien se dit A Chao. A Chao, Chao voulant dire continent, donc le continent asiatique. Et là, vous avez remarqué que, en fait, en français, on parle du Sud-Est Asie, alors qu'en vietnamien, on parle de Dong Nam A, ou encore littéralement l'Est-Sud Asie. Et ceci m'amène à faire la remarque suivante, c'est que dans le monde occidental, on donne la priorité à ce que l'on appelle l'axe nord-sud. Donc ici, à chaque fois qu'il y a deux sens, c'est le sens nord-sud qui prime sur le sens est-ouest, qui en fait est l'axe d'orientation principale pour les Asiatiques. Et c'est pour cela qu'on parle de Sud-Est Asie en français, alors qu'on parlerait plutôt de Dong Nam A, donc Est-Sud Asie. Et donc à propos de cet axe Est-Ouest ou Ouest-Est, eh bien abordons la deuxième et dernière direction, qui est la direction de l'Ouest. Et en fait, l'Ouest, en vietnamien, se prononce Tây, donc Tây qui s'écrit T à accent circonflexe Y, et en chinois, ça donne Si, et l'exemple que je vais prendre ici est illustratif d'un fait que, en fait, le mot Người ici, le mot Người, désigne un être humain. Donc, Người Tây, c'est une personne qui vient de l'Est. La traduction littérale de cela est ainsi. Mais en fait, en vietnamien, lorsque vous parlez de Người Tây, bien sûr, il comprendrait que il s'agirait d'une personne qui vient de l'Ouest, mais ils vont surtout penser aux Français, qui en vietnamien a un autre nom, qui est Người Pháp. Donc Người, c'est un être humain, Pháp, et c'est simplement l'adaptation phonétique du mot France. Donc un Người Pháp, c'est un habitant de la France. Un habitant de la France, mais également un habitant de l'Ouest, parce que au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, le seul occidental que l'on trouve au Vietnam, ce sont des Français. Donc c'est pour cela qu'il y a un synonyme entre le mot Người Tây, donc occidental, et Người Pháp, donc français. Bien sûr, plus tard, d'autres Européens viendraient au Vietnam, les Italiens, les Portugais, les Britanniques, et puis encore plus tard, les Américains, et encore plus tard, les Russes. Voilà tout pour les 4 directions, et maintenant nous allons aborder la deuxième partie de l'exposé d'aujourd'hui, et qui va nous amener à étudier les 5 éléments. Lesquels 5 éléments sont déclinés en eau, bois, feu, terre et métal, et j'ai adopté cet ordre pour des raisons que l'on verra tout de suite après. Mais avant cela, eh bien, voyons les traductions en vietnamien de ces 5 éléments. Donc on va commencer par l'eau. L'eau en vietnamien se dit Thủy, donc le TH se prononce comme un T aspiré, donc T, donc Thủy. Et en chinois, donc, cela se dit Shui. Donc là encore une proximité phonétique qui laisse supposer une proximité sémantique. Et la chose intéressante ici, c'est que, alors j'avais oublié de dire que en rouge c'est du vietnamien classique ou bien du vietnamien ancien, en noir c'est l'équivalent chinois, et en bleu c'est du vietnamien moderne.
Et là, le vietnamien moderne pour désigner l'eau est totalement différent du vietnamien classique puisque on appelle cela Nuoc, N-E-E-C avec un accent aigu, Nuoc. Et en fait, si vous allez au Vietnam ou si vous êtes déjà allé au Vietnam, vous savez que lorsque vous voulez commander de l'eau, eh bien vous ne demandez pas du thuy, parce que là, les gens ne vont pas comprendre. En revanche, si vous dites que Tôi muốn uống nước, c'est-à-dire je voudrais boire de l'eau, et donc vous entendez bien le mot nước pour désigner l'eau en vietnamien moderne. Le deuxième élément est l'élément végétal, ou encore, donc en vietnamien ancien, c'est le mot mok, et en chinois c'est mu, donc une proximité relative là aussi, et en vietnamien moderne, c'est le mot go. Alors là encore, une assez grande différence entre le vietnamien moderne et le vietnamien classique ou bien ancien. Donc mok désigne véritablement le bois, et pas forcément le végétal. Donc c'est vraiment du bois. Et ce terme-là est parfois, pas très souvent, mais parfois utilisé pour prénommer des garçons. Si j'en parle, c'est parce qu'un des grands maîtres d'arts martiaux vietnamiens, le maître Nguyen Van Moc, est connu pour avoir été l'un des premiers à introduire les arts martiaux vietnamiens en France. Et son école est une école avec beaucoup de pratiquants et une école qui est bien connue par les pratiquants des arts martiaux vietnamiens. Le troisième élément est le feu. Et le feu en vietnamien ancien ou bien classique se prononce Hoa, avec un H-O qui se prononce comme un O, et A, Hoa, qui est très proche du chinois comme vous le voyez, qu'il prononce, donc je prononce mal le chinois, mais ça se dit à peu près Hoa, donc très proche. Et le vietnamien moderne est relativement éloigné, encore que il y a en fait le vietnamien moderne a remplacé le H par le L. Mais la deuxième partie peut se prononcer presque de la même façon. Et cela se prononce exactement comme ceci, le A pour le vietnamien moderne, Hoa pour le vietnamien classique. Quatrième et avant-dernier élément, qui est l'élémentaire. Et l'élémentaire en vietnamien classique se dit Tho, très proche du Thu, du chinois, est relativement éloigné du dot en vietnamien moderne. Et enfin, le dernier élément qui est le métal, qui se prononce et qui écrit Kim, donc l'écriture permet la prononciation, puisque on le ferait de la même chose en français. Et là, vous voyez, c'est l'exception qui confirme la règle, puisque c'est le seul élément où le même terme est utilisé en vietnamien classique, ancien, et en vietnamien moderne, puisque que ce soit dans l'un ou dans l'autre choix, eh bien, on parle du métal en prononçant le terme Kim. Kim qui est aussi un prénom relativement utilisé pour prénommer les filles. Pourquoi? Tout simplement parce que, mais ça c'est une interprétation toute personnelle, le métal et notamment les métaux précieux comme l'or et l'argent, eh bien sont justement précieux et probablement eh bien les parents qui aiment les filles, leurs filles, les prénomment Kim pour dire à quel point elles sont précieuses à leurs yeux. Interprétation personnelle. Alors, je vais profiter de cette diapositive qui est une diapositive de transition pour faire un petit peu de révision concernant la prononciation. Et nous allons d'abord voir la notion de consonne ou bien de voyelle double. On se rappelle avec le premier exposé que le vietnamien donc, a un alphabet, qui est un alphabet latin, et qui en fait est composé essentiellement de 22 lettres dérivées de l'alphabet français auxquelles on ajoute 7 autres lettres qui dérivent de certaines des lettres auparavant retenues. Je veux parler du A, je veux parler du O, je veux parler du U. Et donc en tout, ça fait 29 lettres en tout.
29 lettres. Mais il y a à côté de cela un certain nombre de possibilités de construction, et notamment en associant des consonnes, pour remplacer les lettres qui n'existent pas dans l'alphabet vietnamien, comme la lettre F, qui n'existe pas dans l'alphabet vietnamien, mais qui pourtant n'a pas besoin d'exister, puisque elle est remplacée par la double consonne PH, qui permet de prononcer le son feu. Feu comme le fond ici, ou bien comme la philosophie, ou bien comme la physiologie. Et donc le fond ici, c'est simplement le vent, comme on l'a déjà vu la dernière fois. Alors, ceci n'est pas une consonne double, c'est simplement l'association de deux lettres, une consonne et une voyelle, le GI, qui remplace la lettre J, qui n'existe pas dans l'alphabet vietnamien, et qui pourtant, en fait, le son J est bel et bien existant en vietnamien, puisqu'on parle de Ja, ici, qui veut dire famille. Et l'exemple que l'on avait pris la dernière fois concernait un style d'art martiaux vietnamien qui est le Hungar en français, et en vietnamien on appelle ça le Hong Ja qui veut dire Hong Ja Quyen, qui veut dire les enchaînements pratiqués par la famille Hong. Ja voulant dire famille. Le TH, en fait, qui se prononce comme un T aspiré, et avec les 5 éléments, il y a 2 éléments qui utilisent cette double consonne. D'abord le TUI, que l'on a vu tout à l'heure, et en fait ici, on se rappelle que le U en vietnamien se prononce OU, et ici, donc, nous prononçons bien TE, OUI, avec un accent interrogatif légèrement montant pour exprimer l'interrogation. Donc Thuy pour désigner en vietnamien classique le terme O. Le deuxième élément, c'est le terme Tho, donc TH avec un T aspiré, et le O avec un accent circonflexe se prononce comme un O en français. Alors que le O sans accent circonflexe, le O tout simple, se prononce comme un A en français. Donc voilà le mot O avec l'accent interrogatif comme dans le TUI. Et là on le retrouve avec le mot Tho, TUI, Tho, deux termes qui utilisent l'accent interrogatif. Alors pour les pratiquants d'arts martiaux vietnamiens, il y a un Quyen que tout le monde connaît qui est le Lao Ho. Donc le Ho ici, donc qui veut dire tigre, eh bien utilise le même accent interrogatif et utilise le même O avec un accent circonflexe pour exprimer le son O. Donc Thuy, Tho, O et Ter. Maintenant les voyelles doubles. Donc il y a un certain nombre, et notamment le OUI du Thuy. On l'a déjà vu, donc je n'insiste pas là-dessus. Le OA. Et en fait, le OA, et je vais m'attarder un petit peu plus parce qu'il y a plusieurs exemples de mots utilisant ce double voyelle, et notamment le mot Hoa, que l'on voit aujourd'hui comme étant l'élément feu, donc avec cette fois-ci un accent circonflexe aussi, un accent interrogatif sur le mot Hoa, donc le feu. Et à propos du feu, donc je saute un petit peu du coq à l'âne, mais le plat préféré des Vietnamiens qui est le pho, eh bien va utiliser le PH pour exprimer le son F, et puis le E avec un accent interrogatif pour désigner ce plat délicieux qui est le pho. Alors, on va revenir au Hoa, donc le Hoa qui veut dire le feu. Et puis maintenant, si on remplace l'accent interrogatif par l'accent grave, et ça va nous donner le mot Hoa. Donc c'est légèrement grave, ça se prononce Hoa. Et si vous prêtez l'oreille, vous devriez entendre la différence avec le mot Hoa, qui est le feu, Hoa, qui est la paix et l'harmonie. Et en fait, c'est tout le contraire du feu, on est d'accord. Et le mot Hoa, qui veut dire la paix ou l'harmonie, se voit notamment dans le mot Hoa Bing, qui veut dire la paix en général. Le mot Bing, que l'on retrouve dans le Trung Binh Tân, donc une fameuse position que l'on apprend à tous les débutants en arts martiaux vietnamiens.
Et puis le mot roi aussi est un mot qui nous est cher puisque c'est l'un des termes désignant notre école, qui est l'école du roi Long. Voilà. Donc la voie des arts martiaux du dragon pacifique. Roi voulant dire paix, Long voulant dire dragon, roi Long c'est le dragon pacifique, ou bien harmonieux. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, une deuxième remarque concernant le mot Tui et le mot Feng. En fait, Feng Tui, qui maintenant, et vous le savez, signifie le vent et l'eau, eh bien ce n'est rien d'autre que le Feng Shui, connu par tout le monde. Donc en chinois, le Feng Shui, ce n'est rien d'autre que le Feng Tui du vietnamien. Alors pourquoi désigne-t-on cette philosophie de vie ou bien de décoration, le Feng Shui, donc le Feng Shui, pour exprimer le calme et l'harmonie? Eh bien, à mon avis, tout simplement parce que une maison ou bien un endroit d'où règne l'esprit Feng Shui ou bien l'esprit Feng Shui, c'est un endroit où il y a une circulation libre des éléments de la nature, à savoir le vent et l'eau. Et maintenant, simplement d'un point de vue médical, je pense que cela fait sens. En temps de Covid, nous savons tous qu'il est important de ventiler les pièces pour ne pas favoriser l'accumulation du virus dans l'air que l'on respire. Donc le vent doit pouvoir circuler. Donc c'est le feng, ou bien le feng en chinois. Pareillement concernant l'eau, eh bien l'eau stagnante est une eau qui favorise la pullulation des microbes, et donc il faut également que l'eau circule, et c'est pour cela que aussi bien le vent que l'eau se trouveront libres de toute contrainte, libres de circuler, et c'est ainsi que l'on va pouvoir trouver ou bien retrouver l'esprit Feng Shui, c'est-à-dire l'esprit Feng Shui, l'esprit où règne la paix et l'harmonie des choses. Alors revenons aux 5 éléments, et avant d'aborder la partie la moins facile de l'exposé, à savoir le cycle des engendrements et le cycle des antagonismes, posons-nous la question pour savoir si il existe d'autres 5 éléments, d'autres ensembles, où il y a 5 éléments qui pourraient servir de philosophie de vie. Et en fait, si je pose la question, c'est que la réponse est oui. Puisque nous savons que la civilisation grecque a aussi établi ses propres 5 éléments qui sont figurés ici, et on voit une certaine ressemblance. Avant d'aller un petit peu plus loin, rappelons-nous simplement que les Grecs avaient commencé avec seulement 4 éléments, que sont ces 4 éléments, et notamment grâce à la réflexion d'un philosophe et aussi physicien grec, qui est Empédocle qui a vécu à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ. Et donc Empédocle avait dit que la nature est faite de ces 4 éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et vous auriez également remarqué que sur ces 4 éléments, on retrouve déjà 3 éléments que l'on trouve dans la philosophie orientale et notamment chinoise et vietnamienne. Seul l'air chez les Grecs va remplacer en fait le bois chez les orientaux. Et puis un siècle plus tard, les Grecs, avec Aristote, avaient introduit un 5e et dernier élément qui est l'éther. Et donc désormais, eh bien, les 5 éléments grecs sont, comme listé ici, l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc simplement pour vous dire que il n'y a pas qu'un seul ensemble de 5 éléments, il y en a plusieurs. Il y a celui que nous connaissons et que nous allons essayer d'étudier. L'eau, le végétal, le feu, la terre et les métals. Il y a celui des Grecs, mais il y a aussi celui-là,
Celui-là qui en fait, et ce sont les 5 éléments que, en principe, les plus jeunes d'entre nous devraient pouvoir connaître ou bien reconnaître, puisque ce sont ceux qui sont très souvent mentionnés dans ce fameux manga qui est Naruto. Et en fait, Naruto, comme tout le monde sait, est un personnage japonais, et ce sont ces 5 éléments-là qui sont utilisés par les Japonais. Et donc revoyons ces 5 éléments pour essayer de retrouver les éléments communs qui sont ici. Donc la terre, l'eau et le feu. Et là vous voyez qu'en fait le cycle d'engendrement est légèrement différent du cycle d'engendrement que l'on verra tout de suite après, concernant les 5 éléments chinois et vietnamiens. Et les Japonais ont introduit la notion du vent et la notion de la foudre. Alors je n'en dirai pas plus parce qu'en fait, je dois vous avouer mon ignorance concernant la logique de ces 5 éléments japonais, tout comme la logique des 5 éléments grecs, pour réserver mon temps, ou bien du temps qui reste, pour développer à ce que je connais un petit peu, hein, donc où j'ai un début de connaissance concernant le cycle d'engendrement des 5 éléments orientaux et notamment chinois et vietnamiens. Donc nous avons ici effectivement les 5 éléments que l'on a déjà vus avec leur équivalence en vietnamien classique, le Hoa, Tho, Kim, Thuy, Mok. Et en fait, ces 5 éléments-là sont liés de façon intime et avec un ordre logique qu'il faut connaître. Et on appelle cela un cycle d'engendrement ou bien de naissance. Donc c'est le cycle qui va permettre un élément de donner naissance ou bien de favoriser la naissance d'un élément suivant et ainsi de suite. Et avant d'aborder et d'expliciter ces notions, quelques derniers éléments. Le premier est que on appelle ça en vietnamien le ngũ hành tương sinh pour traduire ce terme de cycle d'engendrement des 5 éléments. Alors, ngũ hành, on va en profiter également pour réviser les notions du vietnamien. Ngũ ici est le chiffre 5 en vietnamien ancien. Je vous rappelle et je vous renvoie au premier exposé où l'on compte de 1 jusqu'à 10 en vietnamien moderne, et ça tout le monde sait le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en vietnamien classique ou ancien qu'il faut connaître, notamment pour comprendre le nom des Quyen, donc des enchaînements en art martial vietnamien, en art martial traditionnel vietnamien, que sont Nhất, Nhì, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập. Alors, je vous rappelle pour mémoire que parmi ces chiffres, il y a le Ngũ, qui veut dire 5, il y a le Tu, qui veut dire 4, notamment qu'on trouve dans le Tu Linh Dao, il y a le Bat, qui veut dire 8, qu'on trouve notamment dans le Bat Quai Khon, il y a le Thap, qui veut dire 10, que l'on trouve notamment dans le Thap de Quyen. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc dans ce cycle d'engendrement, et pour mieux rappeler les choses, un dernier point, c'est la couleur des ceintures. Qui est donnée aux pratiquants d'arts martiaux traditionnels vietnamiens en fonction de leur maîtrise de cet art. Donc, comme vous le savez, on commence par la ceinture noire, et ensuite on progresse vers la ceinture verte, et ensuite vers la ceinture rouge, et ensuite vers la ceinture jaune qui confère aux pratiquants la possibilité d'encadrer les autres, et enfin par la ceinture blanche qui va donner le titre de maître en art martial traditionnel vietnamien. Alors, la raison pour laquelle je rappelle les ceintures ici, parce que cela va nous aider à retenir la logique du cycle d'engendrement, ou bien le ngũ hành, donc les 5 éléments.
hang étant la traduction d'éléments, go étant la traduction de 5, tung sing, sing étant la traduction de naissance, donc c'est un mot important, et tung qui est la traduction du mot mutuel, donc ou bien ensemble. Donc ce sont les 5 éléments qui vont engendrer de façon mutuelle, qui vont s'engendrer les uns les autres. Alors, commençons par le commencement, et notamment dans la logique des ceintures en art martial vietnamien. L'eau est exemplifiée par la couleur noire, tout simplement parce que les eaux profondes ont une couleur noire. On n'est pas en Méditerranée, donc la couleur noire traduit effectivement une certaine réalité vietnamienne et chinoise, asiatique, lorsqu'on pense à l'eau. Alors, l'eau nourrit le bois, et c'est une logique qui est tout à fait compréhensible. Il suffit de penser aux jardins et aux plantes que l'on arrose pour permettre à ces plantes de croître. Donc, l'eau nourrit le bois, donc Thuy, Singma. Donc, Thuy va aider le bois à croître. Le bois va nourrir le feu, et ça aussi c'est une image qui est facile à comprendre, puisqu'on ne peut pas faire du feu sans bois, et le feu ensuite, en brûlant ce bois-là, va donner la cendre, et ensuite va nourrir la terre, ou bien il y a une autre explication qui est que, après chaque culture, pour laisser reposer la terre avant la prochaine culture, eh bien on a l'habitude de brûler les racines de la précédente culture pour que celle-ci n'épuise pas de façon inutile les engrais de la terre. Donc voilà les deux explications pour dire pourquoi le feu nourrit ou bien préserve la terre. La terre, qui est le tro, va non pas nourrir en fait, mais va donner naissance aux métaux, puisque les minerais se trouvent, comme nous le savons tous, sous terre, et donc c'est cela la logique des Chinois, permettant de dire que la terre va engendrer, va donner naissance au métal, et enfin les métals, lorsqu'il est brûlé, lorsqu'ils fond, eh bien va donner du liquide, comme nous le savons, donc le métal va donner naissance à l'eau. Et ainsi la boucle est bouclée. Alors, avant de terminer avec une dernière notion concernant ce cycle d'engendrement, je voudrais faire une petite digression sémantique sur le terme hang, qui en fait est la traduction du terme élément. Donc 5 éléments, c'est le ngũ hành, comme on le voit ici. 5 éléments, ngũ hành, donc 5 éléments. Et donc en fait, moi j'aime bien le terme hang, parce qu'en fait cela traduit une réalité qui est plus proche de l'idée originelle des philosophes chinois qui ont conceptualisé ces 5 éléments. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on parle des 5 éléments en français, eh bien on a plutôt une impression de statisme. En fait, on n'a pas l'impression que les choses bougent. Les 5 éléments sont fixes, et effectivement, il y a un cycle de transformation, mais on a du mal à imaginer un métal bouger. Alors que le mot hang, en fait, si on décline sous ces différentes formes et avec ces différents termes en vietnamien, eh bien, vous allez voir tout de suite le sens du mouvement dans ce mot hang. Et je commence avec l'exemple du voyageur, qui en vietnamien se dit hang khách. Alors, le mot hang, c'est un élément que l'on retrouve à chaque fois. Et donc, ce que je vais maintenant expliquer, c'est la signification du deuxième terme. Alors ici, le deuxième terme est le terme khách. En fait, le terme khách ici, je ne pense pas l'avoir mis, mais il faut le savoir, cela désigne un client. Donc, hang khách, c'est un client qui bouge. Alors, si vous prenez le RER ou bien le train ou bien même l'avion, eh bien vous payez. Donc vous êtes un client pour acheter une place assise, si c'est l'avion ou bien le train, et debout si c'est le RER, pour voyager. Donc hang khách, c'est un client qui voyage. Donc un voyageur. Le bagage ou les bagages, c'est hang li. Donc li ici, ça exprime un chemin.
ou bien un lieu, dans le sens classique du lieu qui est une unité de distance, hein, en français. Donc Hengli, ce sont des objets que vous allez emporter avec vous lorsque vous allez parcourir des distances, donc des lieux, des kilomètres et des kilomètres, donc un bagage. Un parcours, c'est Hangjing. Donc Jing ici, c'est un petit peu comme une feuille de route. Hein, donc c'est une feuille qui va vous permettre de faire votre route. Donc le parcours, c'est Hangjing, feuille de route. L'acte ici, c'est Hangdong. Dong, en fait, ici, c'est le terme pour désigner le mouvement. Lorsque il y a un mouvement, quel qu'il soit, eh bien, il y a le terme Dong qui apparaît. Par exemple, le mouvement ou bien un acte. Donc un acte malveillant, on dit ça Bao Dong, ou bien un acte violent plutôt. Un acte violent, c'est Bao Dong. Bao voulant dire avec force. Un verbe en vietnamien se dit Dong Te. Dong, qui veut dire bouger, le mouvement. Et te est un terme. Donc en fait un verbe c'est un terme qui va permettre d'exprimer eh bien un mouvement, un fait. Donc l'acte c'est dit en vietnamien handong. Et je conclus concernant le cycle d'engendrement pour réviser avec vous la prononciation en vietnamien de ces 5 cycles de naissance. Donc je vous rappelle, le cycle d'engendrement, cela s'appelle Ngũ Hành Tương Sinh, c'est-à-dire le cycle de naissance, Sinh, de naissance mutuelle, donc Tương Sinh, des 5 éléments. Ngũ, 5 éléments Hành. Et là, Kim Sinh Thủy veut dire le métal va donner naissance à de l'eau. Thủy Sinh Mộc, l'eau va donner naissance au végétal ou bien au bois. Mộc Sinh Hỏa, le bois va nourrir le feu. Hỏa Sinh Thổ, le feu va enrichir ou bien préserver la terre. Et enfin Thổ Sinh Kim, la terre va donner naissance ou bien on trouve dans la terre le métal. Voilà donc le cycle d'engendrement ou bien le Ngũ Hành Tương Sinh. Et d'un point de vue purement géométrique, eh bien rappelons-nous qu'il s'agit d'un cercle que l'on trace pour relier ces 5 éléments. Donc un cercle que l'on trace, je ne dirais pas un cercle extérieur parce que ce serait un pléonasme, mais c'est un cercle et en fait il suffit de ne pas se tromper dans l'ordre des 5 éléments. Mais maintenant que vous connaissez la signification des ceintures dans la pratique des arts martiaux traditionnels vietnamiens, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, vous ne pouvez pas mettre la couleur, je sais pas, la couleur jaune avant la couleur rouge, ou bien la couleur verte après la couleur rouge. Il y a une logique à cela. Maintenant, à côté de cela, et je dirais même en opposé à cela, eh bien, on trouve ce qu'on appelle le cycle. Alors, certains appellent ça un cycle de destruction, ce qui n'est pas un terme tout à fait exact. Je dirais plutôt un cycle de neutralisation ou bien d'antagonisme, qui est beaucoup plus pacifique que le terme de destruction, qu'on appelle Ngũ Hành Tương Khắc. Et donc ici, vous voyez que de ces 4 termes-là, il n'y a que le dernier qui change. Hein, puisqu'on parle également de mutualité, des 5 éléments, et en fait le terme khak ici veut dire en opposition à. Hein, alors que signe ici veut dire simplement donner naissance à. Et pour retrouver la signification de ce Ngũ Hành Tương Khắc, donc de ce cycle des oppositions ou bien des neutralisations, eh bien il suffit de tracer une étoile à 5 branches et quelle que soit la façon, quel que soit l'élément à partir duquel vous allez partir, vous allez pouvoir retrouver cela. Et donc on va le faire. Donc vous avez ici, et je commence par le plus simple, l'eau et le feu. Donc l'eau antagonise le feu, l'eau éteint le feu comme tout le monde sait.
Donc voilà le premier trait. Et ensuite, le feu fait fondre le métal, comme tout le monde sait aussi. Donc en même temps, on va prononcer les termes en vietnamien. Donc Thuy, Khắc Hỏa, Thuy Khắc Hỏa. Donc l'eau éteint le feu, Hỏa Khắc Kim. Le feu fait fondre les métals, Kim Khắc Mộc. Le métal, et notamment si c'est un métal d'une hache, eh bien, va couper le bois, comme on peut très bien l'imaginer. Donc, Kim Khắc Mộc, Mộc Khắc Thổ. Donc, la terre, le bois va épuiser la terre. Et là, il suffit de penser à la plante que l'on a au végétal que l'on a planté dans un pot. Eh bien, si vous ne changez pas de pot, au bout d'un certain temps, on ne va pas dire que vous allez manquer de pot, mais en fait, la terre qui se trouve dans le pot va être épuisée. Donc, la plante ne va plus pouvoir croître, puisque simplement la plante va utiliser tous les nutriments qu'elle aura trouvés dans ce pot, et qu'au bout d'un certain moment, la terre contenue dans le pot sera complètement appauvrie en nutriments. Et enfin, le bois, thổ, va polluer l'eau, comme nous le savons, donc thổ, Khắc Thủy. Donc voilà le cycle des 5 oppositions, ou bien antagonismes, ou encore neutralisation, plutôt que destruction. Et que l'on retrouve ici, donc le ngũ hành tương khắc, avec l'eau, le végétal, ou bien l'arbre, ou bien le bois, le feu, la terre et le métal. Avec le cercle extérieur qui traduit le cycle d'engendrement, et l'étoile à 5 branches à l'intérieur qui traduit le cycle des antagonismes. Alors, on va continuer en essayant de donner quelques exemples de l'utilisation de ces deux cycles, d'engendrement comme antagonisme, dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas forcément des domaines d'arts martiaux. Et je commence par celui que je connais le moins, à savoir la médecine traditionnelle. Donc, peut-être que certains d'entre vous savent que je suis de formation médicale, mais de formation médicale purement occidentale. Et donc là, ici, je ne vais que redire ce que j'ai lu, sans forcément avoir une explication avisée. Alors, l'eau, en fait, donc ici, ce que les médecins traditionnels, ou bien les médecins de la médecine traditionnelle chinoise ou vietnamienne font comme association, ce sont des organes avec l'un des 5 éléments que nous avions déjà, que nous sommes en train d'étudier. Donc le système rénal, dont la vessie, qui fait partie du système rénal, eh bien, est associé à l'élément aquatique, à l'eau. Bon, sans être un grand spécialiste, on comprend pourquoi, puisque le rein est l'organe qui va permettre de filtrer le sang et donc donner de l'urine à partir de ce filtrat. Et donc c'est tout à fait normal que l'on associe cet organe avec l'eau. Ensuite, le cœur, donc je commence par des associations pour lesquelles j'ai pu trouver de moi-même une explication, mais sans aucune garantie, puisque là encore, je précise que je n'ai aucune formation de médecine traditionnelle chinoise ou vietnamienne. Donc le feu est associé avec l'appareil cardiovasculaire, avec le cœur. Alors là, je serais tenté de dire qu'en fait, le cœur s'enflamme, comme tout le monde sait, soit par une passion, voilà, quel que soit le type de passion, soit simplement par de la colère. Donc, c'est peut-être pour cela que les Chinois anciens ont associé cet élément, le cœur, avec le feu. Alors, l'explication est moins évidente pour l'intestin grêle, sauf lorsqu'on a mangé quelque chose et que ça dérange, mais l'explication est beaucoup moins évidente entre le feu et l'appareil digestif qu'entre le feu et le cœur. Et puis, concernant l'appareil cardiovasculaire, nous savons que le sang est chaud, hein, en tout cas au moins 37 degrés Celsius. Chez quelqu'un qui n'est pas fébrile, encore plus si la personne a de la fièvre. Donc là encore, une association qui me semble assez évidente entre le feu et puis l'appareil cardio, donc le cœur, vasculaire et les vaisseaux.
Et puis enfin, les choses sont moins évidentes pour moi concernant le poumon et le gros intestin avec l'association avec le métal. Euh, Pareillement concernant le foie et la vésicule biliaire et l'élément végétal. Et enfin, la rate et l'estomac avec l'élément terre. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont acceptées par la médecine traditionnelle chinoise et qui, à partir de cela, construisent toute une logique d'engendrement en disant que, par exemple, eh bien, l'appareil rénal est là pour aider le foie et la vésicule biliaire qui ensuite va aider le cœur, ainsi de suite. Donc le cycle d'engendrement. Et pareillement, un cycle de neutralisation, donc l'estomac neutralise l'appareil rénal, le rein neutralise le cœur, etc. Là, j'avoue que je n'ai pas d'explication satisfaisante à vous donner. Mais en tout cas, sachez que c'est une logique qui est utilisée pour ceux qui pratiquent la médecine chinoise. Et dans cette logique-là, pareillement, lorsque vous donnez quelque chose qui est bon pour un élément comme par exemple la rate et l'estomac, ça peut aussi être bon pour les poumons et les gros intestins, mais en revanche, ça peut être mauvais pour les reins et la vessie. En quelque sorte, ce que nous appelons, nous autres médecins allopathiques occidentaux, les effets secondaires d'un traitement quelconque. Alors, une deuxième application, mais qui cette fois-ci, une deuxième association, mais qui cette fois-ci est beaucoup plus proche au domaine qui intéresse les pratiquants d'arts martiaux, à savoir l'association entre chacun de ces 5 éléments avec les styles ou bien les coups que l'on peut donner, que l'on peut utiliser dans la pratique des arts martiaux. Donc, et vous savez qu'en fait on peut donner des coups avec la main, avec le pied, et s'agissant de la main, eh bien il y a différentes façons de donner le coup, les poings serrés, la paume ouverte, etc. Ici, je commence avec l'élément aquatique, avec le tui. Eh bien, il est dit que le tui est associé avec tout ce qui est pic des doigts. Donc, ce qu'on appelle en vietnamien classique, tu chi, chi voulant dire les doigts de la main, tu voulant dire la main. Donc tu chi, ce sont les doigts de la main. Et les maîtres d'arts martiaux vietnamiens vous diront qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ces doigts, soit avec un seul doigt, et on appelle cela Nyet Dương Chi, Nyet voulant dire un, Dương, et on le verra tout à l'heure, voulant dire dur, ou bien le jour, et Chi voulant dire doigt. Nyet Dương Chi. Les deux doigts, donc les pics, s'appellent Song Chi. Song comme on retrouve dans le Song Dao ou bien dans le Song Kim. C'est un terme pour désigner des choses qui vont par paire. Et ainsi de suite. Donc Tui, c'est l'utilisation des doigts. Et à mon avis, mis à part le Nyut Yongki, où c'est relativement rigide, je pense que les doigts et l'exécution de ces mouvements demandent une certaine souplesse du poignet. Et la souplesse, c'est-à-dire la flexibilité, va assez bien avec l'élément aquatique. Donc l'eau est fluide, l'eau s'écoule, l'eau s'adapte, tout comme le poignet qui va être souple dans l'exécution des pics des doigts. Alors de façon moins souple, ce sont les tranchants des mains, qui peut être représenté par l'élément mop, qui veut dire le bois. Et notamment le bois, c'est du chêne, c'est assez dur, donc si vous arrivez à transformer le tranchant de votre main aussi dur que le chêne, là je pense que celui ou celle qui le reçoit doit sentir le coup pendant assez longtemps. Donc le Kung Dao, Kung voulant dire quelque chose de rigide, c'est contrairement à Nyu, comme on le verra un petit peu tout à l'heure, qui veut dire quelque chose de souple. Donc Kung Dao, c'est un sabre rigide, en d'autres termes, le tranchant des mains. Le roi est associé au mouvement de coude, ou encore Feng, Yuk. Feng voulant dire phénix, et Yuk qui est le terme en vietnamien ancien, donc Yuk ou bien Zuk
Donc les deux prononciations sont possibles. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais le D sans accent se prononce comme un Z si vous adoptez l'accent du nord du Vietnam. Donc les Vietnamiens du nord vont prononcer cela comme Phượng Dực, donc on sent bien le Z, alors que les Vietnamiens du sud prononcent le D sans barre horizontale comme un Y, donc comme un double L des Espagnols. Donc les Vietnamiens du sud prononcent aussi comme Phượng Dực, donc le Y, hein, ou bien comme un Y. Phượng Dực en vietnamien du nord, Phượng Dực en vietnamien du sud. Mais en tout cas, que ce soit avec l'un ou l'autre accent, eh bien cela désigne bien l'aile, donc Dực ou Dực, l'aile de phénix, qui est le mot Phượng. Song Phượng Kim, c'est la double épée du phénix. Alors, pourquoi le feu est associé avec des mouvements du coude? Alors là aussi, je suis prêt à être corrigé si je dis des bêtises par des maîtres en arts martiaux vietnamiens. Mais à mon avis, c'est qu'en fait, les pratiquants de ces coups de coude virevoltent, hein, donc en principe, ils tournent, et assez souvent, on n'arrive pas à voir, on ne voit pas venir les coups. Un petit peu comme le feu. Lorsqu'on parle faire feu de bois, c'est-à-dire que les feux, ça peut prendre, ça peut frapper, ça peut venir de n'importe où, un petit peu comme les coups de coude dans le Phượng Dực ou bien le Phượng Dực dans l'aile du phénix. Quatrième et avant-dernier élément, le throw. Et en fait, cela est associé avec les mouvements des pommes, comme ici. Donc les pommes vaillantes, ou bien les pommes, donc on frappe ici avec le pomme, et en vietnamien on appelle ça le hung chương. Chương voulant dire le pomme de la main, ou encore chuan en chinois, et hung veut dire vaillant. Hung chương, ce sont les pommes vaillantes. Et enfin, cinquième et dernier élément, l'élément métal. Le kim est associé au coup de poing serré, qu'on appelle encore Thoi Son en vietnamien. Le zuki des karatékas. Donc, à mon avis, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on a un poing serré et lorsqu'on est un pratiquant de longue date, avec le poignet bien rigide, eh bien, ce coup-là peut faire des ravages, hein, lorsque on le donne bien et lorsque l'adversaire se laisse prendre et reçoit un coup de poing en pleine face, ça vous met facilement KO. Alors voilà tout pour les 5 éléments. Maintenant, nous allons aborder la dernière partie du cours, ou bien de l'exposé, en abordant la notion du yin et du yang, et que désormais je vais appeler le am et le yang si j'adopte l'accent du sud, ou bien le zung si j'adopte l'accent du nord. Alors, pour faire la paix avec tout le monde, eh bien je vais de façon alternative parfois utiliser l'accent du sud, donc am yung, ou bien l'accent du nord, am zung, pour me fâcher avec personne. Alors, le am, c'est l'équivalent vietnamien du yin. Et là, vous sentez une certaine proximité phonétique. Yin, am. Laquelle proximité phonétique est encore plus probante avec le yung, ou le yang, avec l'accent du sud, ou le zung, avec l'accent du nord. Donc c'est un petit peu moins évident avec l'accent du nord, mais yung et yang, c'est assez proche. Alors, le yin et le yang, qu'est-ce que c'est? Alors, ou bien le am et le yung, qu'est-ce que c'est? Am, c'est l'élément féminin, c'est l'élément nocturne, c'est la couleur noire ici. Yung, c'est l'élément masculin, l'élément diurne, donc le jour, c'est le blanc. C'est un petit peu la couleur du jour et la couleur de la nuit. Mais ce qui est intéressant et ce qui fait toute l'originalité de ces notions am-yung, c'est un petit peu comme a dit Johnny, on a tous un petit peu de Tennessee. Hein. Donc chez chacun d'entre nous, il y a toujours un petit peu de am dans du yung, un petit peu de noir dans du blanc, et un petit peu de yung dans du am, un petit peu de blanc dans du noir.
Et c'est quelque chose de fondamental qui, de premier abord, peut sembler juste amusant, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus profond que cela. Alors, pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que, et ça je trouve cela assez génial, et ça c'est les médecins occidentaux qui parlent, on sait maintenant que, en fait, ce qui caractérise l'homme et la femme, donc les caractères sexuels euh, qui distinguent l'homme et la femme, sont essentiellement dus à l'existence d'hormones, qu'on appelle les hormones sexuelles féminines et les hormones sexuelles masculines, donc oestrogène et progestérone chez la femme et testostérone chez l'homme, peu importe. On peut encore appeler ça des androgènes pour exprimer le groupe d'hormones masculines, puisque la testostérone n'est pas la seule hormone masculine, il y en a d'autres, et les œstroprogestatifs, ou bien les hormones sexuelles féminines pour faire simple, pour exprimer le groupe des hormones sexuelles chez la femme. Mais si on regarde ça de plus près, certes la femme est essentiellement imprégnée d'hormones sexuelles féminines, et c'est ça qui fait que les femmes sont les femmes, mais elles sont également capables de sécréter des hormones sexuelles masculines qu'on appelle des androgènes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe un organe que l'on appelle des glandes surrénales qui se trouvent juste au-dessus des reins et qui sont capables de synthétiser ces androgènes. Et donc, contrairement aux gonades, c'est-à-dire aux ovaires et aux testicules, qui n'existent respectivement que chez la femme et que chez l'homme, eh bien, les glandes cortico-surrénales existent chez tout le monde. En d'autres termes, les hommes sont capables de sécréter la testostérone grâce aux testicules, mais aussi des androgènes grâce à la glande surrénale, mais la femme, elle aussi, peut aussi avoir un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, d'hormones sexuelles masculines que sont les androgènes grâce à la sécrétion de ces hormones par ces glandes surrénales. Alors ça nous explique pourquoi eh bien, les femmes peuvent parfois avoir quelques caractères, pas beaucoup, mais quelques caractères sexuels secondaires masculins. On le verra tout à l'heure. Alors est-ce que l'homme peut avoir des hormones sexuelles féminines? Oui. La réponse est oui, tout simplement parce que la testostérone ici, qui est vraiment l'hormone sexuelle masculine prépondérante, est capable de se transformer en oestradiol, qui est l'une des hormones sexuelles féminines, mais seulement sous certaines conditions. Grâce à l'existence d'une enzyme qu'on appelle aromatase, peu importe le nom, mais dans certaines conditions, eh bien, les testostérones, hormones sexuelles masculines, peuvent se transformer en hormones sexuelles féminines. Donc, ça nous ramène à la notion du yin et du yang, donc un petit peu, ou bien du ham et du yang, un petit peu d'éléments féminins chez l'homme et un petit peu d'éléments masculins chez la femme, que l'on voit ici. Alors, dans la vie de tous les jours, cela se traduit comment? Ça se traduit simplement parce qu'en fait, les hormones sexuelles masculines sont très importantes pour favoriser le développement musculaire. Et heureusement, les femmes font du sport et elles ont aussi la capacité de se muscler. Pas trop, mais juste ce qu'il faut pour la pratique de leur sport préféré, que ce soit la natation, le cyclisme, la course à pied ou bien tout simplement les arts martiaux. Cela grâce aux androgènes sécrétés par les glandes surrénales que possèdent les êtres humains, quel que soit le sexe. Et les hommes alors les hommes en fait, malheureusement c'est moins glamour, un excès d'œstradiol va se traduire par des caractères sexuels féminins tels que cette petite, qu'on appelle gynécomastie en termes spécialisés, qui veut dire simplement la naissance d'un petit bout de graisse se trouvant sous le mamelon qui donne l'impression d'avoir un petit peu du sein. Juste un petit peu, mais suffisamment pour justifier ce terme de gynécomastie. Donc là encore, intervention et notion de ham et de yang telles que reflétées dans la physiologie et la médecine moderne. Alors la notion de ham et de yang en fait peut se décliner à l'infini, et là je vais vous donner quelques exemples pour dire quels sont les éléments que l'on peut associer avec du ham
et quels sont les autres éléments que l'on peut associer avec du Yung, sachant que si l'on trouve un élément, il suffit de penser à son contraire pour savoir dans quelle catégorie le classer. Donc le Am c'est le féminin, donc le contraire, le Yung c'est le masculin. Le Am c'est la nuit, donc le contraire, le jour c'est plutôt le Yung, donc la nuit ou bien les ténèbres. Donc en fait en vietnamien, et donc à chaque fois que je le peux, je donne quelques termes en vietnamien pour exprimer cet état de fait. Donc Am ou en fait est le terme qui veut dire que c'est quelque chose de très sombre. Donc ou c'est en fait c'est la noirceur. Donc Am ou c'est la noirceur de la nuit. Donc quelque chose de très sombre. La lune, en fait, donc la lune, comme tout le monde sait, hein, c'est plutôt dans la nuit qu'on la trouve, encore que parfois on peut aussi deviner l'élément lunaire lorsqu'il fait jour, mais c'est beaucoup plus rare. Donc la lune, en fait, qui est un élément féminin, donc fait partie du Am, en fait se retrouve en vietnamien avec ce terme qui est le mot Amlek. Amlek, en fait, c'est la traduction du mot calendrier, dont lek est la traduction du mot calendrier, mais cette fois-ci lunaire, hein, calendrier lunaire, calendrier du Am. La mort, en fait, dans la mort, on retrouve la notion du palais des morts, dont Am Pho, Pho voulant dire palais. Donc, palais des morts, c'est le Am Pho, le palais du Am. Alors, il faut savoir que Pho, c'est le palais, hein, véritablement. Donc, par exemple, on parle du palais présidentiel, le Pho, Tổng thống voulant dire président, ou bien le palais du Premier ministre, le Pho, Thủ tướng. Voilà, Pho, c'est palais, Am, c'est l'élément féminin. Donc, le noir, le négatif, est donc un terme très usité maintenant, le terme Am Ting, Ting voulant dire le caractère ou le test. Donc Am Ting, c'est un test négatif. L'humidité. Alors maintenant on va voir le contraire, hein, et on va pouvoir le classer dans la colonne, dans le groupe des éléments Yung, donc le masculin c'est Yung, le jour c'est Yung, et l'exemple ici c'est An Yung, An voulant dire la lumière, et Yung c'est la lumière du jour. Pareil, Ta Yung, Ta c'est des rayons de soleil déclinants, donc Ta Yung c'est le crépuscule. Le vivant, donc Yung Yan, ou Yung ou Zung Jan. Alors en fait Jan ici veut dire le monde. Te Jan c'est le monde du vivant, Yung Yang c'est le monde des vivants aussi. Le blanc, donc par opposition au noir. Le positif, donc par opposition au négatif. Donc un test positif c'est du Yung Ting. Et le sec par opposition à l'humide. Donc voilà quelques exemples, hein. C'est juste quelques exemples, ils sont très nombreux et on peut passer des heures là-dessus. C'est juste quelques exemples pour vous dire que en fait le Am et le Yung peut s'appliquer à des notions et on retrouve ces termes-là dans des termes qui apparemment n'ont rien à voir. Hein. Mais si on comprend cette classification, eh bien on comprendra mieux le sens sémantique des mots. Alors, maintenant, concernant les arts martiaux, alors on a l'habitude de dire que en fait on va adopter une position Am lorsqu'on est en défense. En vietnamien c'est Phong Tho. Tho voulant dire, je vous rappelle, la main, et Phong c'est en garde, en fait la main qui se trouve en garde, en attente de l'attaque qui va, du coup d'attaque qui va provenir de l'adversaire. La souplesse, également pour tout ce qui est Am. Et en vietnamien, on appelle judo Nhu Dao. Nhu qui est l'opposition de Kung, du Kung Dao de tout à l'heure. Donc Nhu c'est la voie de la souplesse. Nhu Dao c'est la voie. Viet Vo Dao c'est la voie des arts martiaux. Viet Vo Dao c'est la voie des arts martiaux. Vietnamien, Viet Vo Dao. Donc Nhu Dao c'est la voie de la souplesse. Le Am peut aussi, dans les arts martiaux, désigner tout ce qui est mouvement d'absorption.
et ça les maîtres en art interne l'expliqueraient mieux que moi, alors que le yung, eh bien, va signifier le contraire. Donc, l'attaque, le tấn công c'est une attaque, la rigidité, donc le mot cương du cương Dao de tout à l'heure, et aussi le cương qui en fait est un prénom de garçon en vietnamien, et enfin un dernier terme qui est le mot kim cương, kim qui est le métal, et cương qui veut dire dur. En fait, kim cương en vietnamien est le terme qui désigne le diamant. Donc en fait, le diamant, nous savons, ce n'est pas un métal, mais c'est une pierre. Mais en fait, les anciens ne le savaient pas. Leur connaissance en géologie étant relativement sommaire. Et donc, trouvant du diamant dans de la terre, ils ont dit bah, c'est le métal le plus dur. Donc, kim cương. Et plus cher aussi. Les coûts, donc les émissions des coûts, donc fat, c'est aussi du yung. Alors, je termine avec la notion du ham et du yung pour dire ceci. C'est que, de premier abord, et j'étais le premier à penser cela, à chaque fois que on parlait du ham et du yung, on a toujours tendance à dire, bah, d'un côté c'est le négatif et de l'autre côté c'est du positif. C'est un petit peu manichéen comme vision, le noir et le blanc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et à mon avis, c'est plutôt cela l'esprit des sages et des philosophes asiatiques, et chinois et vietnamiens, ce sont surtout, il n'y a pas d'éléments négatifs ou positifs. Ce sont simplement des caractéristiques qui se complètent. Et qu'en fonction des circonstances, un élément peut être soit bénéfique, soit délétère. Alors je préfère utiliser le mot bénéfique et délétère parce qu'en fait ça, au moins ça c'est clair. Bénéfique c'est ça vous apporte du bien et délétère c'est ça vous apporte du mal. Et j'en veux pour preuve que lorsqu'on parle de tests négatifs, donc amting, eh bien figurez-vous qu'en temps de Covid, moi je préfère avoir un test négatif qu'un test positif, qui est le test Yung-Ting. Donc simplement pour dire que en fait ce n'est pas parce que c'est du ham que c'est forcément mauvais, que c'est du Yung c'est forcément bon, tout dépend du contexte. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a très probablement une opposition entre les deux termes, mais là encore lorsque je parle d'opposition, là je suis encore dans l'erreur. On devrait plutôt parler de complémentarité que d'opposition. Et là encore un deuxième exemple pour dire que on est dans l'erreur lorsqu'on pense que les deux choses s'opposent. Et là, je vais prendre exemple de la musculation, alors que ce soit ça, donc c'est une musculation relativement schwarzeneggerienne ou bien ramboïque. En arts martiaux, eh bien, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais simplement pour dire que si on pense que le fait de répéter un certain mouvement va permettre à votre muscle de croître et de s'hypertrophier, là, on n'a raison qu'à moitié. Et lorsque je dis qu'on a raison qu'à moitié, je sous-entends qu'on a tort également à moitié. On a tort pour l'autre moitié. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que certes, le fait de faire ces mouvements répétitifs et de façon assidue et plus ou moins intensive est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que la croissance des muscles ne se fait pas pendant la séance d'entraînement, mais elle va se faire pendant la nuit qui va suivre, lorsque l'on récupère dans un sommeil réparateur. Et donc, penser que c'est pendant le jour où l'on est en train de suer à grosses gouttes, à soulever des fontes ou à bien faire des pompes, que l'on construit ses muscles, n'est pas totalement vrai, puisque ce n'est que dans la nuit qui va suivre, où l'on saura prendre un repos bien mérité, que ce muscle-là va pouvoir se construire. Et l'explication scientifique est celle-ci. Lorsque vous faites ces mouvements répétitifs pour vous muscler,
vous allez entraîner des micro-traumatismes au niveau de ces cellules musculaires. Et donc, cela va léser la cellule musculaire. Et cette lésion de cellule musculaire est minime, pas suffisamment importante pour créer une vraie blessure, mais déjà suffisante pour alerter notre corps entier en disant qu'attention, on est en train de me malmener, tel que je suis actuellement, je ne vais pas pouvoir subir ce régime pendant longtemps, et donc je vais demander de l'aide à mon cerveau, à mon système digestif, à mon système respiratoire, à mon système cardiovasculaire, pour m'aider à me reconstruire, pour réparer ces microtraumatismes, et je vais pouvoir le faire pendant la nuit où je me repose. Et tant qu'à faire, lorsque vous avez une maison qui vient de subir des dommages dus aux intempéries, vous allez reconstruire cette maison-là, mais de façon plus solide. Donc en renforçant les fondations, en renforçant le toit, etc. Et donc, ce muscle-là va se reconstruire, mais de façon beaucoup plus forte, et c'est en répétant cette succession de travail musculaire, de sommeil réparateur, que vous allez à la longue finir par renforcer votre muscle, renforcer vos muscles, et donc aboutir à ce travail musculaire qui va finir par payer. Et c'est là où on voit cette coopération entre le entre le yin, qui est le travail musculaire, et le ham, qui est le travail de récupération, de réparation, qui va vous permettre de progresser aussi bien dans votre musculation que dans votre pratique. Et donc, voilà tout concernant la notion de ham et de yin. Je vous donne le programme du prochain exposé, où nous allons voir les positions et les frappes, avec leurs termes en vietnamien, les armes aussi, et enfin les animaux combattants. En attendant, je vous souhaite un excellent été et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.